Bonsoir amis, m'entendez-vous? Je suis le narrateur. Ma voix vous guidera tout au long de ce spectacle, vous présentera les personnages, éclairera les situations. J'ai connu ces personnages, ces situations. Je suis moi-même la voix de l'histoire, la voix du temps. Je voudrais vous faire revivre Budos il y a tout juste 200 ans. Et attention, c'est une histoire vraie, comme tout ce que je porte en moi. Celle de vos arrière-grands-parents. Ils vivaient en ces mêmes lieux, c'est-à-dire le château de Budos et ses environs, aux alentours de 1788. Ce fut une époque transitoire, entre un vieux monde sur le déclin, celui du pouvoir royal, et un nouvel État qui se cherchait. C'est sur l'avènement de ce nouveau monde, qui allait s'affirmer sous la dénomination de tiers-État, que nous allons nous pencher. Une naissance en quelque sorte, et les naissances sont parfois douloureuses. Difficiles, douloureux, violents, cela le fut pour ces artisans, ces paysans qui, sortant de l'obscurantisme, découvraient leurs forces, leurs identités, et osaient s'opposer aux puissants de toujours, les seigneurs et le haut clergé. Pour l'heure, voici l'histoire de mon héros, Jean de Lalande, de ses amis, de son village en Aquitaine. Des 4 coins de France, quittant leur bout de terre, ils allaient se rejoindre par milliers et devenir les forces vives de la Révolution française. Mais tenez, le voici à l'orée du village. Projecteur, s'il vous plaît. Je suis Jean de Lalande. Permettez-moi de vous saluer, citoyen de 1989. L'histoire me fait sortir de l'ombre le temps d'un spectacle. Venez donc célébrer mon bicentenaire. Le village de Budos s'éveille. Voici mes parents, mes amis, notre histoire. Allô, viens, prends le vesti. Ton pied claque sur la terre comme le fer, tant elle est jolie. Des muletiers m'ont conté qu'à peau d'un sac, on marchait sur l'eau tant la glace était épaisse. Le froid tue les bêtes et les gens. Notre paroisse se vide de sa sève. Trop d'enfants meurent en bas âge, de froid, de faim ou de fièvre. Pas de récolte cette année. Encore, pas de pain, pas de travail. Alors, avance et flanquez. Pensez que j'avais passé contrat avec l'émir d'Ouchantot pour le ferrage de 3 chevaux et qu'il ne lui reste plus qu'un vaillant. Et pour combien de temps? Oh, tiens-toi tranquille. Allez, viste, vous autres, à l'ouvrage. Dieu te bénisse, Marie. Comment va ton Guillaume ce matin? Loupraobat, il est né dans le dénuement de l'automne. Je ne sais s'il survivra à la misère de cet hiver-ci. À pousser la charrue, mon lait et mes forces s'épuisent. Dieu le prenne en sa sauvegarde. Pauvres de nous, nous n'en verrons jamais le bout de cet hiver. Le village a payé un lourd tribut d'enfants morts-nés. La faim, le froid, les fièvres menacent nos enfants. Dieu, notre bon roi Louis, protège le tien, Marie. Va donc, mon Germain, tirer de l'eau au puits qu'on mette la soupe en train. De la soupe, ça? Pas de lard, de pauvres légumes et si peu de pain pour la tremper. Ce brouette te tiendra toujours chaud au ventre, ma fille. Mes vieux os n'ont jamais eu aussi froid.
Savez-vous, mes commères, il se disait à la sortie de la messe de l'Andiras que le pain s'y vendait à cette heure 14 sous. Avant la fin de l'année, le prix du pain aura doublé et peut-être triplé. Ah, il y en a qui s'enrichissent pendant que le petit peuple crève. Dieu ne le permettra pas toujours. Il nous viendra en aide, c'est sûr. Oui, Da, notre curé nous dégoisait même fable ce dimanche. Un sermon bel et bon. Mais il a beau nous dire, le curé, de prendre patience. Nous vivons comme des bêtes, dans la froidure et dans la faim, à trimer tout le jour. À Versailles, la cour s'amuse. Et c'est des bals, et c'est des banquets. Nous sommes trop loin de Paris pour que le roi sache ce qui se passe dans nos campagnes. Le roi nous a oubliés. Est-ce que le bon Dieu se soucie encore de nous? Honte sur toi et sur les tiens, gare au blasphème. Dieu voit tout et entend tout, le curé l'a dit. Il nous faut, pour sortir de cette misère, être plus assidus à l'office et plus ardents en prière. 2 années à prier pour des récoltes dévastées. Je respecte Dieu, notre curé et notre roi, mais la prière ne suffit plus. Ne vous disputez pas, mes filles, et toi, Toinette, garde ta langue, écoute plutôt. J'ai ouï dire qu'à Paris, un sieur parmentier prétend que l'on peut, avec des patates gelées, confectionner des pains parfaitement comestibles, qui se tiennent frais des mois entiers. Des mois? Il ne fera pas long feu, ce pain-là, sur ma table. Entre mon homme qui s'échine sur des lopins de terre stériles et mes 3 petits qui ont toujours la faim au ventre. Donnez-nous notre pain de chaque jour qu'on demande au Seigneur. Mais il a souvent bien du mal. Notre pain ne se fera pas tout seul. Il nous faut porter au moulin du château ces boîteaux de froment. Et combien faudra-t-il lui donner au Seigneur pour que son moulin réduise notre froment en belle farine? J'enrage quand je vois tous nos sous, si rares déjà, filer dans son escarcelle. Il nous faut payer pour la terre, pour le pain, pour passer le pont, des sous pour le sel, pour l'église, des sous pour le roi. Mais qui nous en donne à nous des sous? Dieu merci, il nous reste encore des choux, des raves, des pois et des fèves pour faire la soupe. Oui, mes chats de pain, que nous sommes perdus. Pensez que mon homme, moi et nos 3 enfants, il nous en faut bien 6 livres par jour. L'homme, comme journalier, gagne 12 sous par jour. En ces temps, les 6 livres valent les 12 sous. Comment payer tout le reste quand on a tout donné pour le pain? Qui travaille la terre? C'est bien toi. Qui souffre la misère? Toujours toi. Quand le soleil se lève, que le riche est au lit, qui travaille dans les champs? C'est bien toi, paysan. Qui va à la frontière? C'est bien toi. Qui fait trembler la terre? Toujours toi. Quand le drapeau se lève et qu'on crie En avant. qui marche en galopant? C'est bien toi, paysan. Ah, ma bonne Jeanne, de où depuis l'aube à donner de l'eau verte et leur mener un mauvais fourrage. La jachère du village est bien démunie. L'eau est encore tout rare. L'herbe poussera pas main. Notre troupeau est aussi triste que nos récoltes. Il serait bien temps de semer notre orge et notre voile de printemps. Mais comment labourer la terre jolie? La récolte d'automne a été une misère. Celle-ci ne vaudra guère mieux. Comment nourrir le village? Une cousine d'Origne, que n'avait pas pu pagar son fermage, a dû partir comme journalier. Et il y en a d'autres qui, n'ayant plus rien, se répandent sur les routes. La troupe des brigands autour des villes et gros villages grandit chaque jour. Ces gueux mettent à feu et à sang le centre du royaume, incendiant à l'occasion quelques casse-têtes. On sonne le tocsin pour s'en prévenir. Ah, c'est un bien mauvais temps que celui qui voit des hommes affamés et désespérés en être réduits à voler de quoi survivre. Brigands dans une bande, tous habillés de blanc.
tremblez pas ainsi, les femmes. Les brigands sont signalés aux alentours de Bordeaux, pas les notre portes. 2 années de privation et d'inquiétude. Aviendrons-nous, nous aussi, à mendier? Devant Dieu, honte à ceux qui nous affament. Faudra-t-il leur faire rendre gorge? Ma foi, cela ne serait pas si mauvaise chose. Sans doute faut-il nous faire entendre. Nous qui sommes toujours tête basse, soumis au seigneur du château, à l'église, qui s'entendent pour nous toiser, nous gruger, et abusent de leurs droits. Bon, Macarel, tu parles bien haut et fort, notre Jean de la langue. Tu sais lire, écrire, penser. Pas nous. Tu vois plus loin que la misère des jours. Ton père a pu te faire instruire. Te voilà un monsieur. Nous assis, nous avons faire, pas dire. Ami, votre sort est pénible. Mais sachez qu'à Bordeaux aussi, la colère gronde. Le pain y est plus cher que par chez nous. À Paris, même chanson de la faim. Et les Parisiens en rage surnomment le roi, la reine et le dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Quand l'irrespect vient au peuple, l'heure est au changement. Oula, marchons les gueux, et rentrons penilieux, Isaac et ventre creux, marchez les gueux. Isaac et ventre creux, au jour calamiteux, bannis et malchanceux, marchez les gueux. Kyrie eleison, miserere nobis. Bannis et malchanceux, maudits comme lépreux, en quête d'autres cieux, marchez les gueux. Kyrie eleison, miserere nobis. En quête d'autres cieux, où le dopier poudreux, ce soir chez le bon Dieu, frappez les gueux. Kyrie eleison, miserere nobis. Il est vrai qu'elle a triste mine, la paroisse de Budos, en cette fin d'hiver 1788. Le nombre de ces feux s'est bien réduit. Les hommes les plus vigoureux sont partis, tirés au sort, pour 6 ans au service de la milice. L'état sanitaire des campagnes est déplorable. On fait état de fièvre, d'épidémie. Les médecins font défaut. Les enfants sont les premiers touchés et meurent en grand nombre. Le sol est peu ou mal cultivé. Les récoltes n'ont pas survécu aux pluies et aux inondations de 1787, à la sécheresse ensuite. Enfin à la grêle de juillet 1788, qui a ravagé l'ouest de la France. Et l'hiver 1788 est effroyable, qui gèle terre, bêtes et gens. Cependant, le terrien est la bête de somme du royaume. Nos paysans portent le poids de l'État et sont pressurés d'impôts. À Versailles, les caisses sont vides. Louis XVI fait appel à un technicien de la finance qui a la confiance du peuple, Necker. La noblesse et le clergé auraient pu sauver les finances de l'État en renonçant aux privilèges devant l'impôt. Elles ne le firent pas. Quel accueil, pardieu! Je suis venu prélever les droits seigneuriaux, non vous ôter la vie. Ah, vous êtes bien toujours les mêmes.
le nez sur votre terre, le cul sur vos écus. Rappelez-vous, mes bons, que les nobles paient l'impôt de leur sang, le clergé de leur foi, et vous de votre travail. Vous devez à votre Seigneur le sang en bon argent, le champard en nature. Autre chose, j'ai ouï dire que certains rechignaient aux corvées, que d'autres refusaient les droits de péage, que certains même avaient osé maudire les chevaux les jours de chasse. Que j'en prenne un tien à parler haut. Allons, venez en mon ordre et donnez vos écus. Maudit sois-tu. Tu as beau jeu de nous réclamer cet argent. Nous payons la dîme à cet évêque que jamais ne verrons. Nous payons la gabelle au trésor royal. Nous payons le 20e au fisc. Et les privilégiés, eux, n'en paient rien. Il nous faut payer des taxes sur les cuirs, tabac, viande, huile, boissons, payer les péages, payer les octrois. Ma liste est plus longue que la tienne, l'intendant. Mais c'est toujours les mêmes qui payent. Mais gare à ta charge. L'émeute populaire est sœur du dénuement et du désespoir. Venez, mes amis, laissons-la se valer, allons au château demander justice au Seigneur. Nous changeons de décor. Ici, les épaisses murailles du château ancestral protègent de la misère alentour. Le Seigneur ne voit ces gens que de loin. Il préfère regarder vers Versailles et les fastes de la cour du roi.
Mais bien que lui ne paie pas d'impôts, le dénuement de ces paysans rejaillit sur son train de vie. Et il est mécontent. Mais, pour l'heure, il a convié les nobles du voisinage. Voyez le manège des voitures élégantes. Il y a là les seigneurs de noblesse terrienne, ou de robes, parfois désargentées, mais d'autant plus soucieux de leurs prérogatives. Laissez-moi vous les présenter. Le comte d'Épin et la comtesse de Landiras. Le marquis du Parc de Bellegarde, seigneur de Villandreau, et la marquise. Dieu, cher marquis, encore heureux de pouvoir nous retrouver pour un souper fait entre gens du monde, lorsqu'alentour ce remue-ménage populacier prétend malmener nos armoiries. L'inquiétude gagne, cher vicomte. Sa Majesté répugne à claquer le bec de ses rustres, et elle a sans doute tort. Ces gueux redressent un peu trop la tête. Ce tiers-état a besoin d'une leçon. Laissons là ces vils soucis. Notre maréchaussée saura y pourvoir, et nous saurons l'y aider, s'il le faut, en attendant que chacun, dans son fief, garde bien en main ses paysans. Contez-nous plutôt, marquis, cette cérémonie à Versailles. Oh, mon cher, quel raffinement! Le roi y assistait avec tous les princes du sang. Notre reine, Marie-Antoinette, arborait une robe à traîne somptueuse, toute rehaussée de diamants. Mais très cher, je refuse de vous laisser discourir plus avant sur la beauté du nôtre, fût-elle la reine. Que pensez-vous plutôt, mes seigneurs, des perdreaux de notre hôte et de sa carpe farcie? Belle amie, ils sont dignes des cuisines du roi. Savourons-les bien. Combien de temps pourrons-nous tenir encore notre train de vie? Moi-même vais-je vendre partie de mes terres à ces bourgeois de Bordeaux qui font si grande fortune dans le négoce. Pendant que nos rentes diminuent, voyez s'enfler les richesses de ces marchands. Voyez fleurir ces nouveaux beaux quartiers des quais de Bordeaux, construits avec l'argent du trafic négrier. Ceux-là n'ont sans doute pas entendu chanter nos prétendus philosophes des Lumières, les sieurs Voltaire et Rousseau. De grâce, mes seigneurs, nous sommes ici pour nous divertir. Faites donc venir cette troupe de danseurs.
visite inopportune. Nous partions à court. Eh bien, notre maître, nous sommes venus rapprochage. Monsieur le comte, toujours nous nous sommes acquittés de nos devoirs, mais à ce jour, nous ne pouvons plus. Nous vous demandons d'ajourner nos lettres. Et avec quoi diantre vais-je payer les miennes? Maître, nous vivons comme des gueux. Nous avons juste l'argent de notre pain. Donnez-nous au moins du temps. Vous savez, en 6 jours, la misère de nos récoltes. Le troupette municipal peut se nourrir grâce au droit de faire pâture. Mais l'on nous dit que vous allez vendre des terres. Si, comme d'autres, ce nouveau clôture, il nous restera plus assez de pâture pour nos bêtes. C'est justice que nous demandons. Par Dieu, ces manants vont me dire comment gérer mon patrimoine. Mes terres sont à moi, j'en use comme bon me semble. Allons, paysans, assez de simagrées, la chasse n'attend pas. Monsieur le vicomte, grand tort vous avez de ne point écouter vos gens. La révolte couve dans la paysannerie. Les gens de la terre sont le ventre, la vie du royaume. Vous vous devez de les entendre, de les conforter. Sinon, vous, gens de la noblesse, deviendrez un luxe insupportable. Attention, Jean, ton instruction ne te donne pas le droit de te mêler de mes affaires. Chacun est riche de ce qu'il peut. Vous de vos aïeux, moi de mon savoir. Impudent, je te ferais fouetter si j'en avais le temps. J'ai toujours droit de justice, sache-le. Allons, ces gueux m'indisposent, en selle. Que la malemort les étouffe, tous ces affameurs, soucieux seulement de leurs titres et de leurs privilèges. Ils chassent et font bombance, et nous crevons de faim. Nos enfants meurent, mais que leur importe? Les leurs ont le lait et le pain qu'il faut. Tous ces nobles oublient trop facilement que c'est parce que vous trimez les pieds dans la boue qu'ils peuvent vivre le cul dans la soie. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous! Oh, mais quelle rage, mes frères, quelle violence! Ne désespérez pas de votre roi, il a entendu vos plaintes. Notre pèlerinage à la Sainte-Chapelle de Brax n'aura pas été vain. Grâce soit rendue au Seigneur Tout-Puissant.
Le roi vous propose de transcrire vos griefs, vos requêtes sur des cahiers de doléances. Ces cahiers, un par paroisse, seront rassemblés à la sénéchaussée de Bazas. Il y aura un cahier par ordre, un pour la noblesse, un pour le clergé et un pour le tiers-état. Et le tiers-état, c'est vous, mes frères. Ces cahiers seront lus par vos représentants aux États généraux, qui se réuniront au début de l'été 1789 afin de statuer sur le devenir du royaume. Mes frères, mes amis, remercions le ciel et notre bon roi Louis. Enfin, serons-nous entendus? Enfin, serons-nous reconnus? Mais qui de nous parle assez bien pour être entendu? Mais qui de nous parle assez bien pour être reconnu? Mes amis, je sais avoir votre confiance. Notre tiers-état doit être fort et respecté. Je veux agir dans ce sens. Je saurai écrire vos doléances et les faire entendre, y compris devant le roi. Tous les jours, au milieu d'un champ, par la chaleur, par la froidure, l'on voit le pauvre paysan travailler tant que l'année dure, pour ramasser par son labeur de quoi payer le collecteur. Qu'avez-vous à dire? Il te faut écrire que nous ne pouvons plus survivre sur nos maigres arpents. Nous ne paierons plus toutes ces maudites taxes. Et les privilégiés doivent en donner leur part, dit Vivant. Écrit que moi je dois partir, faute de pouvoir régler mon fermage de cette terre qui m'a vu naître. Où vais-je aller traîner ma misère avec femme et enfants? Moi, je suis femme, et je veux que tu écrives dans ces cahiers que les femmes d'ici en ont assez d'abriter dans leur ventre tant de promesses de mort. Nous voulons que nos enfants vivent. Si notre terre et notre travail ne peuvent les nourrir, il faut que quelqu'un nous vienne en aide. Le roi n'est-il pas notre père à tous? Et puis aussi, écris que moi, je ne supporte plus les façons des gens du château qui dévastent nos champs à leur gré et nous enverraient aux galères quand on leur raconte la paix. Oh là, ami, je ne puis écrire comme vous parlez. Il faut aller à l'essentiel. Ce que vous dites, je vais l'écrire de sorte que ceux de Paris le comprennent. D'ailleurs, compère, pariez-vous qu'à Landiras, Ilatz, Pujol, ils écriront texte de même mouture? Toutes nos paroisses ont même besoin et même doléances. Écrivons. Amis, voici vos doléances. La présente assemblée, village de Budos, demande avec fermeté aux États généraux 1. Que toute charge publique
seront supportés par tous les ordres indistinctement et en proportion de la fortune de chaque individu, sans égard aux privilèges du clergé et de la noblesse qui deviendront éteints et abrogés. Ah bah la noblesse! 2. Que soient remédiés aux abus de tout genre et que la justice protège et frappe également tous les membres de la société, de quelque ordre qu'ils soient. 3. Que soit procuré à tous les membres de chaque paroisse justice et liberté. 4. Que le tiers-état sorte enfin de l'humiliation et du statut d'ignorance et de barbarie. 5. Qu'ils autorisent la liberté de la presse et l'abolition totale de l'ordre arbitraire. 6. Que les ministres du monarque soient comptables à la nation assemblée de leur administration. Tant de mots, et pourtant, ils ne parlent pas de nos enfants. Voilà qui est bien et bien, notre Jean de Lalande. Et maintenant, sois notre député pour nous défendre. À Bordeaux, à Paris.
La majorité des députés est donc arrivée à Paris. Avec eux, Jean. Ces provinciaux sont ébahis par les bruits divers de la capitale, par son agitation, par sa foule et surtout par la parole omniprésente. Des clubs politiques s'ouvrent sur la rue. Chacun peut défendre ses théories. Les députés se rencontrent. Jean est accompagné d'amis girondins. Un député parisien les mène place Royale, épicentre du verbe et de l'événement. L'ouverture des États généraux a été reportée d'1 semaine. Voilà qui donne le temps d'affûter sa curiosité et son esprit critique. Pourquoi le roi permet-il ce temps mort? Un individu ne doit pas faire attendre une nation. L'inquiétude est aussi dans les cœurs. Les troupes royales entourent Paris. Pourquoi? Il y a de la griserie dans l'air. Ces états généraux amènent tant d'espoir. De temps en temps montent aussi des rumeurs d'émeutes. Écoutez, amis, écoutez les bruits de la capitale du royaume. Verjus, vers le Verjus. Orange, orange de Portugal, orange d'Italie. Pénulou, de jeunesse, belle challenge, chouane chaude. Achetez mes lardoirs, mes cuillers à peau. Mon neveu, la vie, un seul petit verre. À la bonne eau de vie pour réjouir le cœur. À mon petit cabaret, à mon petit bouchon. Des gaffres pour quelques deniers. La joie, voilà les oublis. Pénilou, de jeunesse. Qui va se dérober, c'est des rats, des souris qui courent, les chats dans toutes les maisons. Battez vos arbres si vous arrivez, poisson. Achetez mes tisanes, achetez mes filtres. Achetez mes tisanes, C'est quelle foule, quel vacarme, quelle puanteur. Ces voitures, ces gens, ces accoutrements et cette manière de parler. Quel drôle de mélange. Non mais regardez-moi un peu ces animaux-là. Quel carnaval. Des culottes qui brillent comme des sous-neufs. Des bas blancs et foutent une canne à poignée d'or. Ils baladent le nez au vent une autre fortune. Mais voilà donc les aristocrates de Paris. Oh là, baisse le nez, Jean. Te voilà dans la rigole et dans la fange. Il y a trop de monde ici. Les rues de Paris sont plus sales que la place de notre village. Viens-t'en, ami. Laissons-nous tenter par cette odeur d'oignon frit. Hé, toi, la femme, que transportes-tu dans cette fontaine? Quel est donc cet attroupement là-bas? Celui-là n'est pas un marchand comme les autres. Celui-là, c'est des mots qu'il a plein son couffin, des mots qu'il donne à qui les veut. Paris, la première ville de France. Ici, la parole est partout. Il y a à l'heure où je te parle, Jean, plus de 300 journaux imprimés. Un fameux l'ami du peuple de Marat. Il y a des brochures, des pamphlets, des chansons par dizaines. Tout se dit et qu'importe la manière, nous sommes fils de Voltaire et de Rousseau. Idées et opinions circulent, et pour ceux nombreux qui ne savent pas lire, les orateurs sont dans la rue. Écoute et régale-toi, voici témoigne de Méricourt. Que nous apprend-on à nous autres, filles du tiers-état? La religion, la soumission et des travaux de misère. Les Noirs, les Juifs ont l'air des farceurs. Bien. Les femmes ne seraient-elles pas du genre humain que personne ne s'en occupe? Nous voulons apprendre. Nous voulons des emplois qui nous permettent de nourrir nos enfants. Nous supplions le roi d'établir des écoles gratuites pour les filles. Les femmes ne siégeront pas aux États généraux et 50% de la nation seront ainsi muselées. J'en appelle à mes sœurs, Olympe de Gouges et ta Palme, Manon Roland et la mère Duchesne, et avec elle je vous en conjure, femmes, quand cesserez-vous donc d'être aveugles? Avez-vous vu la brochure de la BCS, amis députés? On ne parle que d'elle et tout le monde se l'arrache. Plus de 30 000 exemplaires vendus en quelques semaines. Écoutez par ici, un orateur en fait la lecture publique. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À y devenir quelque chose. À Saint-Fétour fleuri, l'État trouve son crédit.
Voyez entrer les députés de la noblesse. Ils sont sûrs de leurs privilèges, de leur lignage et de l'appui du roi. Ils ont pour la plupart encore la morgue de leur caste. Certains sont cependant acquis aux idées libérales, le marquis de Lafayette et le vicomte de Noailles. Suivent les membres du clergé, capes rouges et violettes pour les dignitaires, costumes sombres pour le bas clergé. Ils siègent ensemble mais diffèrent grandement. Les uns sont des prélats de parade, vivant princièrement de leurs immenses revenus. Parmi eux, quelques rares novateurs comme Talleyrand ou Champion de Circé, évêque de Bordeaux. Les autres sont des humbles vivant près de leurs ouailles. Ainsi, Henri-Baptiste Grégoire, défenseur des Noirs et des Juifs. Arrivent en dernier, en une sombre procession, les députés du tiers. Cette couleur noire leur a été imposée. Ils s'entassent, eux, sur des banquettes. Les autres privilégiés ont droit à des fauteuils. Ils s'aperçoivent qu'ils en sont séparés par des barrières. Parmi eux, des personnages très différents. De nombreux représentants provinciaux, comme Jean de Lalande, les avocats en renom de la bourgeoisie, Vergniaud, Barnave, ou encore inconnus, Danton, Camier des Moulins, des dissidents de la noblesse, Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, et du clergé, l'abbé Sieyès. Les voilà installés dans la vaste salle des menus plaisirs à Versailles. Je leur laisse la parole. Moi, marquis de Dreux-Brézé, maître de cérémonie, déclare ouvert les États généraux ce 5 mai 1789. Messieurs, le roi! Messieurs les députés, j'ai jugé bon de réunir les États généraux du royaume afin de résoudre la crise financière. Nous tenterons, suivant en cela les requêtes des cahiers de doléances, d'instaurer plus d'égalité devant l'impôt. Mais nous vous mettons en garde devant tout esprit d'innovation et nous resterons seuls juges de toute délibération. Nous vous demandons de juger par ordre séparé. Le vote aussi se fera par ordre. Nous déclarons la séance close. Mirabeau, Barnave et Bailly prennent la parole. Messieurs les députés et les du tiers, cette exigence royale est inadmissible. Ne cédons pas à cette manœuvre séparatiste. La France a besoin d'une assemblée unique. Nous siégerons les trois ordres réunis ou nous ne siégerons pas. Avec nos 600 membres, nous, élus du tiers-État, sommes la force vive de l'Assemblée. Notre nombre exige un vote par tête et non par ordre. Restons fermes sur ce principe. Envoyons des conciliateurs aux autres ordres afin qu'ils nous rejoignent. En attendant, ne bougeons pas. Temporisons. Laissons le temps aux modérés de la noblesse et du clergé de nous rejoindre. Chaque jour, les députés se réunissent et les jours passent. Le 10 juin, le tiers somme solennellement les ordres privilégiés de se venir réunir. Dehors,
le peuple de Versailles insulte les nobles jusqu'aux portes de l'Assemblée et moleste les évêques. La pression populaire est grande. Mirabeau a vu juste. Le temps travaille pour le tiers-état. Nous voici au 13 juin. Lumière, s'il vous plaît. Nous, curés du Poitou, venons, précédés du flambeau de la raison, conduits par l'amour du bien public et le cri de notre conscience, nous placer avec nos concitoyens et nos frères. Amis, prêtres des hommes, vous êtes 3, c'est peu, mais vous êtes tout. Nous sommons une dernière fois les membres des 2 chambres dissidentes de se venir réunir. Leurs places sont libres. « 15 juin. Sieyès et Lafayette parlent. Vous êtes en ce jour 10 députés du clergé, dont notre ami l'abbé Grégoire et quelques-uns de la noblesse, dont vous, marquis de Lafayette, auréolés du prestige de votre lutte d'indépendance américaine. D'autres nous rejoindront. Fort de votre présence, nous pouvons nous considérer comme représentants de la nation. Nous nous devons de l'affirmer solennellement, prenant le titre d'Assemblée nationale. Ce titre me plaît, amis députés. Prenons exemple sur la Révolution américaine. Construisons une société libre et égalitaire. Devenons les citoyens d'un monde nouveau. Nous sommes à ce jour Assemblée nationale. Assemblée nationale! Assemblée nationale! Vive le tiers-état de France, il aura la prépondérance. Je reste sur le prélat, arrivera nos militaires. Je vois agiter la bannière, chantera pour son cri de guerre. Vive l'ordre du tiers-état, arrivera nos militaires. Assemblée nationale, c'est un grand jour. Mais, le 20 juin, les députés sont refoulés de la salle des séances, sous prétexte de réparation. Conduits par Bailly, leur président, ils trouvent refuge dans la salle du jeu de paume, où ils prêtent un terrible serment. Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Vous connaissez tous, je pense, le dessin de David qui immortalise ce moment. Messieurs les députés, le serment, s'il vous plaît. Le 23 juin, séance royale. Pendant que les troupes sillonnent Versailles, que les gardes françaises et suisses entourent la salle des États, Louis XVI annule toutes les décisions prises, rétablit le veto des ordres privilégiés. La déception est terrible. Les députés sont atterrés. Le roi leur ordonne de se retirer immédiatement. Le roi quitte la place, suivi de la noblesse et d'une minorité de clergé, triomphant. Les communes décident de rester. Ce n'était plus de la désobéissance, mais de la rébellion. Messieurs les députés, vous pouvez vous rasseoir. Voici venir le marquis de Brézé. Messieurs, vous avez entendu les intentions du roi. Veuillez quitter la place. Monsieur, nous avons entendu les intentions du roi. Et vous, qui n'avez ici ni place ni voix, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque, je vous déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander les ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par puissance des baïonnettes. C'est la voix du tribun Mirabeau, impérieuse, qui porte l'assemblée entière.
Intimidé, vaincu devant la majesté de cette assemblée, Brézé sort à reculons, comme il l'eût fait devant le roi, marquant ainsi la qualité du respect qu'elle lui inspirait. Et le roi, accablé d'impopularité et décidément trop faible, préférera céder. Ils veulent rester, et bien qu'ils restent. L'Assemblée venait de gagner. Elle en profita pour déclarer le statut des députés inviolable. Le 12 juillet, Paris stupéfait apprend le renvoi de Necker, le ministre de Confiance. Dans le même temps, il voit 10 régiments de mercenaires étrangers venir encore grossir le nombre des soldats. L'Assemblée sera-t-elle dissoute par la force, elle qui vient juste de temps gagner? Les gens du faubourg ont faim, le prix du pain atteint des sommes inégalées. C'est une foule en colère, angoissée, houleuse, qui se porte en masse au palais royal. Il ne manquait que peu de choses pour la transformer en une force déterminée. Ce furent les harangues de quelques jeunes gens en colère, dont Camille Desmoulins. Le peuple devait s'armer et se battre. Quand il se vit épaulé par les gardes françaises mutinées, il se porta vers la Bastille, symbole de l'oppression, dans un grand élan vengeur. Vis dans la forteresse!
La prise de la Bastille est importante parce que de haute valeur symbolique. Le roi n'est plus le représentant de Dieu, il devient un citoyen à qui l'Assemblée définit des droits. Témoin cette scène d'avant-garde. Bailly, illustre astronome et premier maire de Paris, reçoit le roi dans sa ville et lui demande de porter la cocarde tricolore. Voyez la façade de l'hôtel de ville, ornée de drapeaux, inconnus jusqu'alors, où se marient 3 couleurs, le blanc, symbole de la monarchie, encadré par le bleu et le rouge, couleur de la capitale. Votre Majesté veut-elle bien accepter le signe distinctif des Français? Votre aïeul Henri IV avait reconquis son peuple. Ici, le peuple a reconquis son roi. Va pour la cocarde, nous sommes à ce jour un roi citoyen. Chantons le bonheur de la France, quand nos cœurs parlent par nos voix, tous réunis à la fois. Pour animer notre espérance, on ne doit plus douter de rien, le roi l'a dit, tout ira bien. Le roi l'a dit, tout ira bien, que la plus juste des confiances ramène en ce jour dans nos cœurs la paix et toutes les douceurs. Car non sans peine la tripalliance, le risque union et bien, ne rend jamais tout ira bien. Plus de histoire, plus de schisme, plus de débat, l'exemple unit les 3 États. Sous le drapeau de la concorde, quand le monarque est citoyen, tout sujet, tout ira bien. À Versailles, les députés sont de nouveau réunis. L'urgence impose de grandes réformes. Le roi est en sursis. Il a capitulé, renvoyé les troupes, rappelé Necker. L'absolutisme s'est effondré avec les murs de la citadelle. Et avec l'absolutisme, les fondements de la société féodale. D'autant que les campagnes se soulèvent, démolissant de leur côté la forteresse gothique de la féodalité. La France est en état de guerre, ce que comprennent quelques nobles éclairés ou avisés. Il ne s'agit plus de réprimer, mais bien de faire des concessions. Cet altruisme, pas toujours désintéressé, s'embrase lors de la nuit du 4 août, nuit d'orgie réformiste, où chacun, gagné par l'émulation, met son honneur à abandonner son bien, ses privilèges, ses droits. Abolissons les servitudes personnelles. Déclarons rachetables les droits seigneuriaux. Égalité devant l'impôt. Supprimons les droits féodaux. Que le tiers ait accès aux emplois publics. Abolissons la dîme du clergé. Égalité devant la loi, devant les peines. Et oui, ils ne laissèrent rien derrière eux de ce qui fut. Mais la révolution politique et sociale provoquée par la crise du 14 juillet avait encore besoin d'une sanction officielle. Ce fut la Déclaration des droits de l'homme, adoptée le 26 août, qui allait proclamer la liberté, l'égalité civile et le principe de la souveraineté nationale. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens sont égaux à ses yeux. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Être inquiété pour ses opinions, même religieuses.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Les propriétés étant un droit violable et sacré, nul ne peut en être privé. Emporter la Corse, brûlant les titres nobiliaires. Au feu de ces faux rois. Détruisons les privilèges du Moyen-Âge. Viva la santé du Sylvain, monsieur le comte. Brûlez les papiers! Au feu des les privilèges, les titres! Au feu, liberté, liberté! Brisons les vestiges de notre servitude!
Amis citoyens, l'Assemblée nationale vous a permis de relever la tête. Bravo! Les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est écrit dans la loi. Mais il appartient à chacun de faire ce droit sien et de le revendiquer. Seule l'éducation permet cela en nous donnant accès à la raison. Condorcet nous l'a dit, il faut instruire le plus grand nombre, c'est le plus sûr outil de la démocratie. Il faudra laisser à nos enfants le temps d'étudier. Oubliez aussi notre patois local pour qu'ils apprennent le français, langue universelle. Français? Si, langue universelle. L'école du clergé a vécu. Vive l'enseignement des Lumières! Mais attention, amis, attention, restons vigilants. Que les privilèges de l'argent ne remplacent pas ceux de la naissance. Chantons un nouvel âge. Si le cœur vous en dit, chantez avec nous, citoyens spectateurs. Demain sera rude. Pour l'heure, donnons-nous de l'ébat. Tous au grand bal de la liberté! Seigneur de Viron, il a le bec dans l'eau. Bravo!